La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour amis fidèles téléspectateurs, heureux de vous retrouver en ce jour pour la réflexion hebdomadaire. Vous êtes dans votre émission Rencontre et échange. Mardi 9 janvier, le Togo apprenait la triste nouvelle. Monseigneur Philippe Kokoyo, archevêque émérite de Lomé, a rendu l'âme en Suède, en exil donc. Une triste nouvelle qui a provoqué de vives émotions, de vifs sentiments d'affection auprès des Togolais dans l'opinion nationale et internationale. Cette émission se veut un hommage qu'on veut lui rendre dans cet échange pour cet homme, non seulement homme d'église, mais aussi homme d'État, parce qu'il a eu à assumer des charges politiques dans ce pays. Pour en parler, je reçois pour vous M. Gérard Adja. Il est le secrétaire exécutif de la dynamique pour le peuple. Il est donc mon invité dans cette émission. M. Adja, merci de cette invitation. Merci, merci. C'est moi qui vous dis merci. C'est ça. C'est avec vous qu'on va rendre hommage à notre patriarche, comme on se plaît à l'appeler, Monseigneur Philippe Kokoyo. Mais avant cela, on va parler d'abord des faits marquants de 2023. Nous sommes au 13e jour de cette année nouvelle. Il y a sûrement des faits qui vous ont marqué en tant que citoyen, mais aussi et surtout en tant que politique. Oui, c'est vrai. Même si pour moi, le temps est illimité, la séparation des années, pour moi, c'est une invention. En étant un fils de Dieu, je crois que Dieu étant illimité, le temps aussi l'est. Mais du moment où on l'a saucissonné, c'est ça. Année, mois, semaine, jour, heure, seconde, nous sommes obligés de vivre là-dedans. Donc, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je profite pour saluer toutes vos téléspectatrices et téléspectateurs, leur souhaiter mes meilleurs voeux, mes voeux de bonne santé, de paix, de joie et surtout de sérénité. Que Dieu donne à chacun de nous la paix du cœur. C'est cela. L'année dernière, comme vous me le demandez, qu'est-ce qui serait des faits marquants? Pas beaucoup de choses. Parce que tout ce qui m'arrive à moi, je dis que c'est une grâce. Et la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui fait que j'apprends tous les jours à accepter toutes les conditions de vie que la vie m'impose. Donc, mais quand même, sur le plan politique, puisque j'y suis, je dirais que c'est en 2023 que l'événement que nous ne nous attendions pas, c'est-à-dire que la scission de la DMK en DMK-DMP, c'est-à-dire que la naissance de la DMP, nous ne l'avions pas voulu, mais nous avions été obligés d'en arriver là, et je crois que c'était un grand événement. Et à la suite de ça, mon exclusion du parti MPDD, que j'ai servi avec la plus grande honnêteté et puis le plus grand dévouement. Mais je considère que tout cela, ce sont les choses de la vie. Et donc, je l'ai pris très sportivement. Pas avec regret, avec amertume? Aujourd'hui, non. Puisque vous avez pris du recul pour réfléchir maintenant? J'ai pris vraiment du recul pour réfléchir et les faits que je redoutais aujourd'hui me donnent raison. C'est un peu regrettable que nous en soyons arrivés là, mais je dirais que tout est grâce. Oui, mais on connaît ces scénarios. Les regroupements se font et se défont. Hein? Oui, en fait, ce n'est pas le fait que les regroupements se font et se défont, ce n'est pas là le problème. C'est-à-dire que nous avions un objectif à atteindre et nous sommes engagés tous dans cette voie. Malheureusement, sur le chemin,
il y a eu des incompréhensions. Et on a été obligé de nous séparer. C'est comme si vous êtes en famille et puis bon, les parents se divorcent. Ça fait mal aux enfants. Ça fait mal. C'est ça. Alors dites-nous, Gérard Dia, quelle était en fait la pointe de discorde c'est les élections. À venir, c'est ça? À venir. Oui. D'aucuns disent qu'il ne faut pas y aller. Mais nous autres, nous estimons que ne pas y aller, ce serait une faute grave. Et il faut à tout prix faire tout ce qu'il faut pour obtenir les conditions qu'il faut et pour que ces élections-là constituent la première mi-temps de ce qui va se passer en 2025. Parce que ne pas y aller, c'est rater 2025. Déjà. D'ores et déjà. Et donc, nous ne pourrons pas accepter que ce boulevard soit laissé à ceux qui, jusque-là, n'ont pas pu donner satisfaction aux Togolais. Vous avez déjà fait l'expérience, n'est-ce pas, du boycott? Oui, c'était le cas en 2002. C'était très grave. Et puis également, ce qui s'est passé en 2018, où la plupart des partis de l'opposition avaient jugé utile de boycotter à cette époque, c'était mauvais. Nous autres, et vous en avez tiré la leçon? Oui, je crois que ceux qui ont boycotté ont tiré les leçons juste au lendemain du scrutin. C'est ça. Oui, parce que le jour du vote, c'était réjoui que... Oui, on nous a dit qu'on n'irait pas au vote, on ne peut pas voter, oui, c'est pas possible. Mais les votes ont eu lieu. Oui. Et les gens se sont dit satisfaits parce que les populations n'étaient pas sorties pour aller voter. Mais juste le lendemain, ils ont vu que c'est quelle grave erreur on venait de commettre. Oui. Donc, il ne faut plus répéter des choses comme ça. Quand on est un homme qui veut du bien pour tout le monde, il faut savoir raison garder, prendre certaines décisions, même froidement. C'est ça. Et je crois que c'est ce que nous avons dû faire pour prendre notre décision de créer la DMP. La dynamique pour la majorité du peuple. La dynamique pour la majorité du peuple. Pour conduire le peuple à ces élections. Un simple jeu de lettres, le cas remplacé par le P. Oui, parce que nous avions beaucoup travaillé sur le terrain et puis bon, le sigle DMK était déjà incrusté dans le subconscient des Togolais. Oui. On ne voudrait pas trop s'écarter de cela pour que le jeu soit recommencé. Donc c'est pour ça que nous avons jugé utile d'être très proches. Bien, merci pour cette introduction. Et alors, vous confirmez que la séparation avec votre mentor, en tout cas avec votre ancienne formation politique, est consommée? Oui, je crois, parce que à voir comment les choses évoluent, je crois qu'il vaut mieux que chacun poursuive son chemin. C'est ça. Et que si un jour le destin nous appelle de nouveau à nous croiser, nous pouvons toujours essayer de voir ce qui est encore conciliable pour pouvoir travailler dans l'intérêt du peuple togolais. C'est ça l'essentiel. Oui. Et alors, quelle est votre coloration politique au sein de la DMP? Non, la DMP accueille les partis politiques, oui, les organisations de la société civile et les personnalités. C'est ça. Donc, je suis dans la DMP en tant que personnalité politique, mais à tout moment, je peux m'affilier à un parti politique pour une raison ou pour une autre. Ou en créer aussi, pourquoi pas? Oui, ou en créer aussi, pourquoi pas. Parce que bon, au moment de la rupture, beaucoup de gens, et non des moindres, m'ont proposé de créer ma propre hutte, comme l'aurait dit un certain homme politique togolais. Mais je me suis dit, est-ce que c'est ça la solution? Parce que la multiplication des partis politiques, surtout que certains n'ont pas l'envergure qu'il faut, je ne voudrais pas créer quelque chose qui soit anodin. Si je veux avoir un parti politique, je souhaiterais que ce soit l'un des plus grands et qui ambitionne de réaliser ce que jusqu'à présent personne n'a encore réalisé. C'est aussi fait preuve d'humilité que d'accepter se joindre à un regroupement en tant que... Oui, je me suis dit que... personnalité, sans chapelle politique, forcément. Pour l'instant, je me dis que je mettrai mes petites expériences à la disposition de ceux qui ont une certaine structure et ensemble on va cheminer. Le moment venu, je verrai bien
ce que chacun pensera et ce que chacun pourra faire. Et si l'entente peut se poursuivre, on sera ensemble. C'est ça. Mais c'est que tout le monde doit savoir que je ne me vends pas assez moins cher, à n'importe quel prix. Et au sein de la DMP, comment se passe l'ambiance? Vous êtes à l'aise? Bon enfant, je crois que bon, tout se passe très bien. Nous coordonnons. Oui, comme d'habitude, jusqu'à ce qu'on arrive nous coordonnons nos efforts, nos compétences, nos expériences pour faire quelque chose de bien pour les Togolais. L'objectif que nous poursuivons surtout, c'est de faire quelque chose pour que le Togo s'en sorte. Donc c'est le Togo notre objectif, c'est les Togolais notre objectif. Nous sommes concentrés là-dessus. Mais dans la vie, à certains moments, lorsque les jeux des intérêts rentrent en jeu, l'homme devient autre chose, on ne sait jamais. Mais nous prions Dieu tous les jours de faire en sorte que cette tentation ne puisse pas, ne vienne pas empoisonner le climat que nous vivons aujourd'hui, mais que l'entente puisse prévaloir. Oui, c'est ça. Ok. Et alors, vous devez en avoir un regard sur la vie politique togolaise, de par votre expérience, tout ce que vous avez pu vivre au sein des formations politiques. Oui, un peu. Oui. Moi aussi, j'ai quand même une lecture assez large, approfondie de ce qui se passe, parce que il y a longtemps quand même que j'observe la vie politique togolaise. Je vis, je pratique, je suis dans les cercles des discussions et je crois que beaucoup de Togolais doivent comprendre aujourd'hui que en matière politique, moi aussi j'ai un peu d'étoffe et j'ai des choses à apporter pour que le Togo avance mieux. C'est ça. Oui. Merci Gérard Dia. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple. Nous voulons parler avec vous justement de ce triste événement survenu mardi dernier, la mort de Monseigneur Philippe Fanko Poyoro, archevêque émérite de Lomé, soutien inconditionnel d'Agbome Kodjo lors de la présidentielle de 2020, qui vit en asile et qui malheureusement est mort en terre étrangère. Je vais vous proposer cet élément, souvenir de ces années où il présidait la conférence nationale dans les années 90. Élément. En 1789, le célèbre orateur révolutionnaire Mirabeau a déclaré au cours d'une réunion des États généraux, je cite, « Nous sommes réunis ici par la volonté du peuple. Nous n'en sortirons que par la force de la baïonnette. » De citation. Mais nous savons tous, hélas, les tristes suites de la Révolution française, les crimes, la délation, les assassinats, les pendaisons, les bûchers, la guillotine, et j'en passe. Quant à nous, depuis une semaine, nous nous sommes réunis par la volonté conjointe du chef de l'État et du peuple togolais. Ce peuple togolais, dont beaucoup de fils, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se trouvent mobilisés en groupe de prière et ont les yeux fixés en direct sur nous. Ils attendent que de cette importante conférence nationale, le Togo naisse à la vraie démocratie, et ce, dans la vérité, la tolérance, le grand pardon, l'amour et la paix. La paix est l'œuvre
est le fruit de la justice. Notre Togo, terre de nos aïeux, Togo, réduit à une superficie de 56 000 km², avec une population d'un peu plus de 3 millions d'habitants, a besoin fondamentalement de la paix pour se construire et se développer d'une manière originale et certaine. Les frères de la famille togolaise ont, ces jours-ci, des choses à se dire pour se pardonner, pour se tolérer. Paix à son âme. Monseigneur Philippe Falco Podjoro, lors de la conférence nationale souveraine, il était le président du Présidium, évêque venu d'Atapamé, il était délégué, simple délégué au départ, et puis la conférence a décidé de le porter au Présidium. Cher Adja, vous avez suivi Monseigneur, c'est de vifs moments, ces souvenirs de ces années-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça vous dit d'abord? En revoyant ces images, on ne peut qu'être frappé de grandes émotions. Parce que je l'ai connu un peu plus tôt, avant la conférence nationale, mais au cours de la conférence, nous avons découvert quel genre de personnage il est. Et au fil du temps, nous avons découvert que c'est un grand prophète, un grand homme d'État qui a porté la croix pour que ce pays aille plus loin. Nous étions, comme le disait, à 3 millions d'habitants À l'époque, à cette époque. aujourd'hui, Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 8 millions. Il est resté égal à lui-même jusqu'à sa mort. Il ne s'est jamais compromis. c'est un homme de conviction, c'est ça? C'est un homme de conviction et surtout de vision. C'est terrible de voir qu'il est mort dans ces conditions. C'est très difficile à supporter. Quel souvenir vous gardez de lui? Qu'est-ce qui vous a marqué? Vous l'avez cohabité, vous l'avez dit que vous le connaissez avant la conférence, après vous avez Oui, fait au sein de la DMK, oui. J'ai fait un mouvement catholique qu'on appelle la jeunesse étudiante chrétienne, Oui. catholique. Je l'ai fait sur les bancs au lycée, La GEC. la GEC, et puis ensuite à l'université. Et puis aussi après, nous avons créé le réseau des anciens juristes d'Afrique, RAJA, et nous étions très proches de Monseigneur Podjoro, et puis de plusieurs autres évêques d'ailleurs. Et nous avons vu que Monseigneur Podjoro, c'est un homme très engagé pour le bien-être, la justice, mais la tolérance, surtout. Il parle surtout de ça. Soyez tolérants. Il a dit dans son mot introductif, oui. Et un homme de cette cabine ne peut que être un envoyé de Dieu. Il a pris la charge sacerdotale qu'il a exercée. Il s'est glissé de temps à autre en politique jusqu'en 2020 où il s'est engagé résolument aux côtés du président Ibrahim Kodjo. Et nous avons vu sa capacité de résister à tous les coups. L'homme est solide moralement, physiquement,
et puis intellectuellement. C'est ça. Spirituellement aussi? Spirituellement. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Et puis, je l'ai dit tantôt que c'est un grand prophète pour le Togo. Malheureusement, nous les Togolais, nous ne l'avions pas compris très tôt. Mais je suis sûr que suite à son décès là, beaucoup de gens reviendront sur ses déclarations, ses propos, pour comprendre. Qui circule un peu partout. Qui circule un peu partout, oui. Il y a beaucoup d'extraits. Je crois que des gens comprendront finalement ce qu'il veut pour ce pays. C'est difficile de voir qu'il est mort dans ces conditions. C'est ça qui me fait mal. On en reparlera. Oui, ça me rend amer de constater qu'on n'a pas su éviter ça. On aurait dû éviter qu'il soit mort en exil. Et c'est ça ma colère. C'est ça notre colère aussi à la DMP. Ce n'est pas normal parce que cet homme ne mérite pas ça. Mais, comme je le disais, les prophètes ont un destin. Et qui nous dit que ce n'est pas ça aussi la volonté de Dieu. Donc, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour tout. Oui. Gérard, avec du recul, pensez-vous que Monseigneur avait bien fait de soutenir votre candidat en 2020, je parle de son engagement, de cet engagement, de cette descente carrément dans l'arène politique, oubliant avant tout qu'il était un religieux? Bon, je crois que le choix qu'il a porté sur notre candidat n'est pas le mauvais. N'est pas le mauvais. Parce que à la suite de... Puisqu'il a carrément pris parti au détriment d'autres candidats. Oui, il a carrément pris parti. Oui. À supposer même qu'il y ait eu certains jeux derrière cette prise de position, je crois que le choix n'était pas le mauvais. Parce que à la suite de cette élection, tout ce qui a suivi, je ne vois pas aucun autre homme politique au Togo qui puisse supporter ça. Parce que ce qui est arrivé à Bayomé, sa famille, et puis tout ce qui s'en est suivi, y compris le prélat lui-même. Y compris lui-même, tout ce qui lui est arrivé, d'autres auraient depuis capitulé et se rendre. Mais ce n'est pas le cas du président Bayomé. Il a tenu bon, il a résisté, il a tout fait pour que ce soit l'intérêt du Togo qui soit préservé. Et je sais aussi que c'est parce qu'il avait à ses côtés Monseigneur Podjoro, qui était quand même un bouclier pour lui. Et il ne pouvait pas faire autrement parce que le prélat est là, imperturbable. Et puis, on ne peut pas lui échapper. Donc quelqu'un qui peut subir ça, je pense que c'est Bayomé. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'il aurait pu rester dans sa neutralité d'homme d'église. On lui reproche que c'est encore lui qui a divisé l'opposition, qui a creusé justement cette incompréhension qui essaie déjà entre les leaders de l'opposition. Je ne crois pas que ce soit vrai, cette façon de voir les choses. Monseigneur Podjoro n'est pas sûrement celui qui a créé la division. Il a voulu rassembler. Il a tout fait pour rassembler. Ce qu'il n'a pas pu faire. Il n'a pas pu le faire parce que les gens n'ont pas voulu qu'il le fasse. Il était question de dégager... Parce qu'il n'était pas dans l'intérêt de certaines personnes de suivre ce qu'il voulait. Parce que les gens, tout le monde faisait son petit calcul. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, mais à un moment donné, il faut regarder l'intérêt supérieur du Togo pour dire, mais écoutez, si avec ça, on peut régler le problème fondamental qui est l'alternance, réglons ça d'abord. Lorsque nous aurons fini de régler ça, bon, les autres questions, on en parlera. Mais les gens n'ont pas su comprendre qu'à cette époque-là, c'était le moment crucial où il fallait donner le dernier coup à la dictature pour le finir définitivement, malheureusement. Et donc, les jeux des égos ont encore emporté à ce moment. Et aujourd'hui, bon, avec l'échec,
les gens veulent le faire porter par Monseigneur Kodjo en disant que c'est lui qui a encore divisé davantage l'opposition. Je ne crois pas à ça. Il a essayé de rassembler. Il a essayé de dire à tout le monde, écoutez, laissez tomber vos petites bisbilles, vos petits calculs, et puis bon, regardons l'intérêt supérieur du Togo. La preuve, c'est qu'il est allé voir tout le monde dans sa maison. Oui, personnellement. Il s'est déplacé pour aller parler avec les gens. Et les gens même se sont moqués de lui pour s'être dépassé chez eux. Ce n'est pas chose normale. Vous voyez un peu, le gars, il s'est mis à la disposition de tout le monde. Il a montré son humilité. Il est allé chez tout le monde, chez lui à la maison. Hein. Et puis, bon, qui aurait pu faire ça? Donc, on ne peut pas dire que il a divisé. Au contraire, il a cherché à rassembler. Les gens n'ont pas voulu être rassemblés, tout simplement. Vous qui étiez dans le cercle restreint, et qu'est-ce qui faisait porter son choix sur la candidature d'Agbayomé? Je ne saurais vous le dire parce que vous ne seriez peut-être pas dans le vrai en disant que j'étais dans le cercle restreint. Non, pas vraiment. Et Monseigneur Kodjo a organisé de temps à autre, presque toutes les semaines, des réunions où nous nous rencontrons pour discuter de comment faire pour trouver un candidat unique. Je n'ai jamais, jusqu'au 31 décembre, moi-même là, je ne savais pas que le choix pouvait être porté sur Agbayomé Kodjo, si vous ne pouvez pas me croire. Je ne savais pas que le choix pouvait être porté sur Agbayomé Kodjo. C'est un peu vers le 3 jours avant qu'il y a eu des rumeurs qui disaient que probablement que ce serait Agbayomé Kodjo, et quand certains parmi nous, quand je dis nous, les hommes politiques qui se réunissaient à l'époque, parce qu'on faisait beaucoup de réunions pour essayer de travailler déjà sur les conditions de la sécurisation des votes, etc. Et quand la rumeur était sortie, certains étaient déjà révoltés pour dire mais pourquoi ce serait lui? Alors je me suis dit... Il y avait d'autres personnalités qui étaient pressenties quand même. Hein. Oui, bien sûr. Il y avait certains qui étaient pressentis, mais est-ce que par rapport à l'expérience d'Agbayomé et puis bon, sa carrure, je crois quand même que s'il fallait se baser sur certains critères qui peuvent être des critères de convergence, il était mieux placé, même si ce n'était pas le candidat le plus populaire à l'époque. Voilà. Idéal. Hein? C'était l'idéal, on peut dire. C'est ça. Oui, malheureusement, comme vous le dites, c'était pas compris de tous les Togolais. Oui, c'était pas compris. Et surtout des acteurs politiques. Hein. Oui, malheureusement, cet esprit continue et les gens croient que si ce n'est pas moi, ça ne serait pas l'autre, alors que nous ne sommes pas à ce niveau. On peut véritablement faire des compétitions politiques en bonne et due forme lorsque nous serions en démocratie. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes en train de combattre encore la dictature et chacun doit savoir que il faut que j'abandonne quelque chose, il faut que je sacrifie quelque chose pour que l'intérêt commun soit atteint. Et si tout le monde veut garder ses privilèges, ou bien sa façon de comprendre, de voir les choses, bon, personne n'accepterait de laisser la place pour que l'autre passe d'abord. Parce que dans un match de football, lorsque c'est corsé, tout le monde peut marquer. Hein. L'essentiel est que qu'on sache passer la balle pour que quelqu'un marque et que l'équipe gagne. Alors, qui peut faire gagner l'équipe? Bon, celui qui serait plus proche du but, à qui on passerait le ballon. Donc, je crois que malheureusement, nous n'avons pas compris jusqu'à présent, mais j'espère que, vu les expériences douloureuses que nous traversons jusqu'ici, bon, chacun comprendra qu'il faut nécessairement, à un moment donné, des sacrifices pour que le Togo soit délivré. C'est ça. Vous parlez tout à l'heure des conditions dans lesquelles le prélat est mort en exil. Et on a vu toutes ces images devenues virales, d'un évêque dans la neige, exposé aux intempéries et tout cela. Alors, j'ai envie de vous demander, qui a organisé tout ça et dans quel intérêt? Je ne peux vous répondre de manière exacte, puisque moi-même, je ne sais pas qui a organisé tout ça. Je sais que celui qui est à côté de lui, c'est son
assistant personnel, oui, qui l'aide dans sa vie de tous les jours. C'est lui qui a accès à lui. Puisqu'à un moment donné, même les anciennes personnalités ou bien les personnalités qui avaient la possibilité de lui parler bien avant, à un moment donné, ne pouvaient plus avoir accès à Monseigneur. Et puisque je ne sais pas si c'est lui-même qui l'a demandé ainsi ou si c'est son assistant personnel qui a pris une telle décision, mais il était devenu inaccessible. Même à plusieurs personnalités de l'Église. Hein, c'était difficile d'avoir accès à Monseigneur. C'est frère dans l'épiscopat. C'est frère dans l'épiscopat. C'est difficile d'avoir accès à lui. Donc, je ne peux pas dire exactement qui organise ça et dans quelle intention. Mais c'était malsain et malveillant. Et puis, bon, ça n'honore personne. C'est un peu déshonorant pour lui-même. Et puis, bon, pour nous aussi, hein, parce que ces images n'ont pas honoré ni le Togo, ni la famille religieuse, ni personne. Hein. Oui, voilà. Donc, c'était un peu déplorable. Est-ce qu'il était obligé, s'il se sentait menacé, est-ce qu'il était obligé de quitter le pays? Est-ce que c'est un exil volontaire ou bien c'est les circonstances qui ont fait que... Là, il y a un problème. Oui. Et je pense que... Si on a entendu les autorités dire que M. Neko n'a jamais été inquiété. Non, ça c'est faux. C'est faux. Monsieur Wilson, oui. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ancien président, oui, bon, le président de l'Assemblée de la Cour constitutionnelle, Feu Abdou Assouma, oui, a, dans son discours le jour de l'investiture, avait dit que Monseigneur Podjoro, même s'il revenait sur une civière, il devait aller en prison. Alors, une personnalité de ce niveau de responsabilité dans l'État qui dit ça lors de l'investiture du président de la République, il faut le prendre au sérieux. Donc avec ça là, on ne peut pas dire que Monseigneur n'était pas menacé. Il faut que nous soyons clairs. Hein, avec ce qu'il a dit là le jour de l'investiture du chef de l'État, devant les caméras du monde, il faut comprendre que Monseigneur était menacé. Et puis également, juste après les élections, vous avez vu des images de circuler, des gens du parti uni sont allés manifester autour de son domicile pour l'humilier. Et tout ça, bon, je ne sais pas s'il a reçu des coups de fil ou bien d'autres manifestations qui l'ont effrayé, mais les deux éléments-là indiquent que Monseigneur était bel et bien menacé. Il a dû donc quitter le pays. Oui, je n'ai pas su quand est-ce qu'il a quitté. C'est après qu'il se soit retrouvé dehors que moi aussi j'ai appris qu'il était dehors. Accueilli en tant qu'exilé politique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bénéficier de... Bon, dans un premier temps, je crois que ce sont des Togolais qui l'ont accueilli. Dans un premier temps. Oui, ce n'est qu'après que des formalités ont été requises, ont été faites pour qu'on lui donne un statut de réfugié. Voilà. Malheureusement, avec tous les efforts que nous avons déployés pour qu'il revienne, personne n'a pu... Donc, des démarches ont été entreprises quand même pour qu'il regarde le pays. Oui, beaucoup de démarches. Beaucoup de démarches. Et c'est là où aussi je ne suis pas d'accord avec le gouvernement du Togo, parce que le gouvernement avait les moyens et la capacité de le faire revenir s'il voulait. Malgré lui, parce que contre sa volonté. Oui, à un moment donné, je crois que tel que les choses se passaient, pour l'image de notre pays, je crois qu'un gouvernement responsable devrait le faire ramener au Togo, même si c'est contre sa volonté. Il devrait le faire. C'est ça. Oui, parce que... À condition d'y avoir accès, parce qu'on avait dit que... Le gouvernement a tous les moyens. Oui. Nous sommes dans un État quand même. L'État a tous les moyens de savoir où se trouve Monseigneur Podjoro et le ramener de gré ou de force. Parce qu'à un moment donné, c'est un personnage, pas n'importe qui. Il a été président du Haut Conseil de la République, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Le Parlement de la transition. Donc c'est un homme d'État de ce niveau. Il fallait à tout prix le ramener au Togo, dans ces conditions.
Quelles étaient ses relations avec Agbéomé quand il est en exil? Parce qu'après, à la dernière minute, on a senti aussi qu'il y a rupture entre lui et... Non, je crois que bon, les relations étaient toujours bonnes hein, jusqu'aux derniers événements. Je crois que les relations étaient toujours bonnes, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il y a eu ce revirement de ces derniers moments, parce que, bon, nous autres, étant donné qu'à un moment, nous nous sommes déconnectés de la DMK pour créer la DMP, et pour ne pas donner l'impression que on voudrait du mal à qui que ce soit, bon, on s'est mis un peu en retrait tout en suivant les événements un peu de loin. Mais nous aussi, nous lisons les choses sur les réseaux sociaux. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ces bisbilles de fin? Bon, je ne peux pas le dire, sincèrement. Mais je crois que c'est peut-être toujours le jeu de certains caciques qui croient que c'est toujours avec l'extrémisme qu'on peut obtenir des résultats. Je pense que c'est toujours eux qui ont créé tous ces moments de tension. Oui. Rencontre ici un nouveau numéro. Nous rendons hommage à notre manière dans cette émission à l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Fatko Kodjo, décédé mardi dernier en Suède. M. Gérard Dia a bien accepté de rendre cet hommage avec moi ici en plateau, en échangeant sur la vie de cet homme, les soubresauts de son existence et le dernier développement des conditions de vie qu'il a dû connaître avant de rendre l'âme loin de la terre de ses aïeux. Vous avez dit aussi en introduction que sa vie était une vie de croix. Et déjà, son ordination épiscopale, même quand il était en formation, le très révérend père de Vindano lui a rendu un vibrant hommage. Il parlait d'une existence de croix. Oui. Oui, j'ai lu aussi l'hommage rendu par le très révérend père de Vindano. Je crois que ça rejoint parfaitement ce que je pense du personnage. Sa vie, c'est une vie de croix. Il a porté jusqu'au calvaire. C'est-à-dire que même au dernier moment de sa mort, c'est encore la croix. Parce que je me demande si quelqu'un qui meurt dans ces conditions, sans être entouré de sa famille, et, bon, on ne sait pas celui qui était à côté de lui à ces moments, à ces dernières heures, comment il allait s'occuper de lui, personne ne sait. Donc, ça doit être encore la croix. Monseigneur s'est sacrifié pour le Togo. Il y a cet épisode, quand il était président de la transition, du Parlement transitoire. Oui, on l'a exposé sous le soleil. On lui demande de fixer ses yeux sur le soleil. Tout ça, c'est la croix. Il a porté la croix. Tout ce que je demande à Dieu, et je demande à ce que Monseigneur Kodjo puisse nous obtenir auprès de Dieu, il ne faut pas que tout ça soit vain. Il ne faut pas que tout ce sacrifice soit pour rien. Il faut que ce soit une bonne semence pour que le Togo renaisse. C'est ça ma prière. À présent, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans votre tête, si on vous demandait de faire des propositions, un schéma pour... Je crois que les bourreaux de Jésus-Christ qui l'ont sacrifié ont compris après sa mort que c'était le Fils de Dieu. Et ça leur a permis de se convertir. Certains parmi eux du moins. Et la conversion, c'est ce que je demande à ceux qui ont persécuté Monseigneur Kodjo avec le peuple togolais. Assez d'avoir persécuté le peuple togolais. Monseigneur Kodjo qui a porté la croix et qui a été persécuté aussi, comme les Togolais, est parti en martyr. Il faudrait que ceux qui ont commis ces actes puissent se convertir, puissent comprendre qu'il ne sert à rien d'humilier son prochain. Il ne sert à rien. Et je leur demande de faire un examen de conscience pour comprendre que le prophète qui a été Monseigneur Kodjo a fait sa part.
il faut qu'aujourd'hui, eux aussi comprennent que la vie, tôt ou tard, on paye pour ses péchés. Quel héritage, finalement, il nous laisse, il vous laisse, vous autres, un soir, qui s'inscrivent? L'héritage qu'on peut hériter, enfin, si je peux me répéter, qu'on peut attendre de Monseigneur Podjo, c'est le courage, la détermination et surtout l'esprit de tolérance. L'esprit de tolérance et puis l'engagement. L'engagement pour le Togo. Et puis l'amour qu'il a montré à tous les Togolais et pour son pays, le Togo. Je crois que nous devons absolument travailler sur ces valeurs et faire en sorte que nous tous nous retrouvions en tant que frères et sœurs et Togolais, après tout et avant tout, pour que ce pays, nous puissions le transformer. Hein? À l'image qu'il voulait que le Togo ait avant de partir de cette manière. Et qui en sont les héritiers? Moi, je me réjouirais d'être parmi les héritiers de Monseigneur Podjo. Je me réjouirais. Et je ferai l'effort de mon côté. C'est ça. Pour essayer d'endosser ces valeurs-là, de porter ces valeurs. Et je prierai tout le monde, tous les autres acteurs politiques, vous aussi, et tous les Togolais à comprendre que nous sommes des frères et des sœurs. Nous voulons que ce pays aille de l'avant, nous sommes obligés de nous entendre, nous sommes obligés de nous considérer, croire que chacun a une valeur à donner, que chacun a quelque chose à donner pour ce pays. Et ne pas chercher à diriger les uns contre les autres. On ne gouverne pas un pays les uns contre les autres. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Arrêtons ça. C'est important. Oui. Quels obsèques souhaiteriez pour Monseigneur Podjo? Tout d'abord, nous souhaiterions que sa famille biologique, sa famille religieuse, et puis l'État togolais puissent s'entendre pour rapatrier le corps dans la dignité. Et que des hommages officiels puissent être organisés en son honneur pour que, même s'il a vécu la croix, un martyr, qu'après lui, on puisse l'embaumer et lui trouver le sépulcre digne de lui, comme ce qu'on a fait à Jésus-Christ. Pour que ce qui va advenir après soit dans l'avantage du peuple togolais. C'est ça. Un décès qui intervient en pleine année électorale, hein, nous avons 2 échéances et tout va bien. Pour cette année 2024, les législatives et les régionales. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce décès? Quel symbole, quel signal dans cette année électorale? Ou bien, quelles leçons en tirer, ou il faut faire comme si de rien n'était, continuer à faire la politique comme d'ordinaire? Ce qui m'a frappé, moi, personnellement, c'est que c'est pour les élections-là que il y a eu la division. Il y a eu la division avec Monseigneur Podjo. C'est pour ces élections. Donc il était je ne souhaiterais pas. Hein. Bon, je ne crois pas que de son cœur, il aurait dit ça. Je ne crois pas. On lui a fait dire ce qu'il a dit. À un moment donné, tout le monde comprend que ce n'était pas de lui-même qu'il disait tout. Avec l'âge, il a 93 ans, et c'est même pas qu'il a manipulé. Donc c'est pour ces élections que nous préparons là que notre division est arrivée. Et nous étions dans son village le dimanche passé. Dans le village de Podjo? Oui, nous étions dans son village. Enfin, nous étions à Badou et à Mlamé pour aller travailler avec les populations là-bas. La DMP. Oui, la DMP. Et nous avons parlé de Monseigneur Podjo aux populations, à ses frères et sœurs là-bas. Et on s'est engagé ensemble avec eux pour faire en sorte que Monseigneur revienne, puisque il a dit que tant que ce pouvoir restera en place, qu'il ne reviendra pas. Et donc nous avons pris l'engagement avec les populations de Badou
et d'Amamé que nous ferions tout pour que ce pouvoir soit dégagé afin que Monseigneur revienne. Malheureusement, il est parti plus tôt. Ça ne s'est pas accompli. Ça ne s'est pas accompli, mais bon, pour l'instant, nous disons qu'il nous a dévancé. Il ne pourra plus voir la terre de nos aïeux avant de partir. Il est parti malheureusement comme ça. Ça nous fait très mal. Mais ces élections doivent être un moment de lui témoigner notre reconnaissance. Donc je demanderai au peuple togolais pour la reconnaissance à tout ce que Monseigneur a fait pour le Togo et le fait qu'il soit parti dans ces conditions, que nous prouvions par les élections prochaines que nous sommes engagés sur son chemin, nous sommes engagés dans la bataille pour libérer le Togo comme il a voulu. Nous devons libérer le Togo comme il a voulu. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord sur ces élections. Certains pensent qu'il faut encore les repousser à 2025. J'ai entendu des partis politiques dans les médias parler de report ou encore une occasion de rediscuter encore, n'est-ce pas, des conditions, de trouver les meilleures conditions pour un heureux aboutissement de ces scrutins. Je pense que ce sont de mauvaises idées de dire que... De report? Oui, de report en 2025. Bon. Faire tout en même temps, les trois, pourquoi pas? Oui, nous n'avons jamais essayé ça. Ce serait, bon, ce serait une expérience qu'on pourrait éventuellement faire, pourquoi pas. Ce serait aussi une manière de faire des économies, parce que organiser des élections chaque année, ça coûte cher, et puis bon, ça ralentit la vie économique. Tout ça là, nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. Mais le moment là où nous sommes déjà dans un vide, parce que l'actuelle Assemblée nationale a perdu sa légalité, sa légitimité. Depuis le 31 décembre. Depuis le 31 décembre. Et donc aujourd'hui, nous n'avons plus de gouvernement qui soit un gouvernement légal, parce que le gouvernement tire sa légitimité de l'Assemblée. Et à partir du moment où l'Assemblée a perdu la majorité, enfin, le parti qui avait la majorité a perdu sa majorité, le gouvernement doit également perdre sa légitimité et sa légalité. Donc, ce moment-là, nous devons plutôt chercher à obtenir un compromis avec l'actuel gouvernement pour que, ensemble, nous conduisions le processus électoral. Donc, dire qu'il faut repousser les élections en 2025, qui va gouverner et comment cette gouvernance sera jusqu'en 2025. Déjà, les gens avaient une certaine légalité. Ils font mal. Et leur laisser maintenant la chance de continuer alors qu'ils n'ont plus rien de légal. Je crois qu'en tant que responsable politique, nous disons non. Il faut dès maintenant convoquer une assise. Et la seule institution encore capable de pouvoir faire, c'est le chef de l'État. Il n'a qu'à convoquer une assise pour que les le CPC. Oui, le CPC ne peut plus régler ce problème. Et le CPC n'a d'ailleurs jamais réglé un problème parce qu'ils ont plutôt compliqué la tâche. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec ce cadre. Nous estimons que c'est le moment que le chef de l'État prenne ses responsabilités et qu'il convoque une assise générale, pour que nous puissions discuter des problèmes de fond en comble et que nous trouvions un compromis politique pour aller aux prochaines élections. Nous devons, il a indiqué à la fin du premier trimestre, qu'il tienne à ce calendrier. C'est ça. Qu'il tienne à ce calendrier, que nous pouvons mettre en place une nouvelle assemblée et dégager un nouveau gouvernement. C'est important. Bien, merci. Ce débat tire à sa fin. J'ai une question, peut-être que ça ne vous intéresse pas. Que dites-vous du retour de Bodiona en politique, enfin, auprès du chef de l'État? On a appris cette semaine qu'il est devenu conseiller auprès du président, chargé des affaires politiques. Un mot là-dessus? Bon, personnellement, je dis que c'est le moindre mal. Le retour de Bodiona auprès du Faure Gnassingbé. Bon, si lui-même pense que c'est la meilleure solution pour lui, parce que je ne crois pas qu'il a fait dans l'intérêt du peuple togolais, puisqu'il avait dit lui-même qu'il avait commis des péchés contre le peuple et qu'il demandait pardon. Et aujourd'hui, celui qui l'avait mis en prison, il retourne à ses côtés. Bon,
peut-être qu'ils Chargé des affaires politiques. Oui, c'est politique. C'est porteur de C'est sens. important. Et puis, ça doit vouloir dire quelque chose. Mais, bon, je connais bien le monsieur. Nous sommes tous des acteurs politiques. On s'observe. Et puis, bon, on attend de voir s'il va aider le chef de l'État à comprendre que le chemin sur lequel il va tout droit dans le mur. Et il vaut mieux qu'il fasse marche arrière et que nous travaillons autrement dans l'intérêt du Togo. Parce que le chef de l'État doit mettre de l'eau dans son vin. Et si M. Pascal Bodiona peut l'aider à comprendre que c'est le moment de mettre de l'eau dans son vin, je crois que ce serait une bonne chose. Gérard Dia, merci. Cet échange tire à sa fin. Un dernier mot, que dire, hein? Que ce soit aussi bien en souvenir à Monseigneur Podjoro sur l'ensemble général des questions qu'on a discutées. Vos derniers mots. Je voudrais tout simplement saluer une fois encore la mémoire de Monseigneur Podjoro. C'est un homme qui a aimé le Togo, que nous aimons aussi. Malheureusement, il est parti sans avoir obtenu ce qu'il voulait pour le Togo. Je voudrais demander à Dieu de l'accueillir dans sa paix, dans sa lumière éternelle, mais que Dieu nous aide, nous qui sommes derrière, qu'il a laissé, de nous donner la force, l'énergie, la sagesse, et puis l'intelligence nécessaire pour que nous puissions terminer l'œuvre que mon Seigneur a commencée. Et pour ça, j'invite tous les acteurs politiques à déposer leurs armes de division, leurs esprits de division, pour qu'ensemble nous travaillions dans l'intérêt du peuple togolais et honorer la mémoire de notre patriarche. Dieu merci. Paix à l'âme. Que son âme repose en paix. C'est ça. C'est le mot que l'on peut dire, que l'âme de M. Podjoro repose en paix et que à travers cette disparition, les acteurs politiques se retrouvent pour un mieux-être sur la terre de nos aïeux, pour plus implanter le vivre ensemble sur la terre de nos aïeux. Nous en avons besoin. Monsieur Gérard Dia, je vous remercie pour votre disponibilité, pour ce temps passé en studio. C'est moi qui vous dis merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ces échanges. C'est la fin de ce numéro de rencontre-échange. Il était question de rendre hommage à Monseigneur Podjoro, qui a rendu l'âme le mardi 9 janvier de cette année. Merci à vous et à la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.